centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue à la 25e édition du Piment. Aujourd'hui, on va parler avec l'écrivain Malcolm Reid, dont la ville du Québec. Malcolm est mon ami et mon ancien collègue de radio. Il y a 40 ans, presque 2 générations, Malcolm a publié en anglais un livre très important sur le Québec, The Shouting Signpaters, qui faisait la chronique de la mouvance politique et littéraire du Québec des années 1960. Maintenant, ce livre apparaît en français, publié par les presses de l'Université de Laval. Venez à Québec et entendre une autre perspective de l'histoire du Québec. J'étais reporter. Le mot reporter paraît dans le sous-titre. Notre parti est pris, un jeune reporter chez les écrivains révolutionnaires du Québec. Puis j'avais beaucoup cette notion qu'un reporter, c'est celui qui ne se contente pas de discuter des idées, mais qui observe aussi, qui a un œil, et qui est dans l'immédiat, qui rencontre un philosophe, un poète, un monsieur tout-le-monde, un travailleur, qui rencontre quelqu'un et qui est capable de saisir où cette personne en est à cet instant-là et à commencer à comprendre la personnalité et le contexte historique de cette personne à partir du moment de la première conversation. Gaston Miron, sur la place publique. Mes camarades, au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème maintenant, je suis sur la place publique avec les miens. Et mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Mon sujet dans ce livre, c'est un groupe de jeunes intellectuels en révolte qui s'appelait Parti pris, qui publiait une revue qui était inspirée par toute la lutte anticoloniale du tiers-monde et qui voyait que le Québec, sans être exactement dans la même situation, avait beaucoup d'affinités avec cette lutte-là. Comme ces autres mouvements, c'était une nouvelle culture, c'était la jeunesse qui tournait la page, qui disait la vieille génération a vécu selon des critères, dans le cas du Québec, catholique, strict, puritain, traditionnaliste, aligné avec Monsieur le curé. Ça, c'est bon pour les vieux, mais c'est plus bon pour nous. On tourne la page, on change la culture. Et puis, ils se tournaient vers les quartiers de l'Est de Montréal et de d'autres quartiers, à Sherbrooke, etc., où les Québécois travaillaient en usine et s'en arrachaient et s'organisaient en syndicats pour faire leur lutte. Et ils se disaient, c'est là qu'est notre inspiration. C'est là, c'est dans cette population-là qui a encore une lutte de tous les jours pour survivre, qu'on va s'enraciner, puis on va faire l'indépendance avec ça, l'indépendance du Québec, mais aussi on va faire un Québec socialiste avec ça. C'était un peu comme des mouvements en Amérique latine, des intellectuels qui essayaient de faire un pont avec la réalité de la classe ouvrière. C'était beaucoup ça, mais souvent ces intellectuels, eux, leurs parents avaient été dans la classe ouvrière et puis ils l'étaient encore. Donc, c'était pas un groupe qu'ils ne connaissaient pas. C'était pas des favelas sur le haut de la montagne qui regardaient de loin, ni des paysans dans le fond de la campagne qui ne connaissaient pas. C'était leur famille, leur lien intime également. Et ça les inspirait pour dire, moi je me souviens dans mon enfance, c'était comme ceci. Je me sentais terrorisé par toute l'ambiance de domination religieuse. L'aspect anti-religieux était très important pour Parti pris, beaucoup plus peut-être qu'en Amérique latine. L'Amérique latine, formellement, était catholique, mais il y avait des mouvements de révolte depuis plusieurs générations. Tandis que pour le Québec français, c'était vraiment la première vague de révolte majeure contre la vieille culture québécoise, la vieille culture canadienne-française. Alors le livre commence avec une espèce de marche dans les quartiers de Montréal. C'était une marche vers l'Est, finalement. Vers l'Est. Du centre vers l'Est. Vers l'Est. C'était une orientation physique, métaphysique. Montréal a beaucoup changé. L'aspect physique de la ville, le visuel de la ville, ce que j'évoque par mes word pictures, c'est beaucoup pareil. Mais la disposition sociologique de la ville est différente. Le quartier de l'Est,
qui était le quartier prolétaire, le quartier ouvrier par excellence à cette époque-là, et vers lequel je marche dans ce premier paragraphe de mon livre pour découvrir la réalité de la classe ouvrière québécoise. C'est aujourd'hui la section qui est autour de l'édifice de Radio-Canada. Donc, il y a beaucoup d'intellectuels et de gens des beautiful people qui habitent là. Mais les maisons ont le même aspect. Elles ont été rénovées par en dedans, parfois, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs qui y habitent encore. Et c'est aussi le quartier gay. À l'époque, la thèse que je développe dans mon livre, c'est que Montréal est, malgré les apparences d'une ville riche, nord-américaine, industrialisée, c'est aussi une ville coloniale, où il y a un groupe dominant, anglophone, qui a ses quartiers généraux dans l'ouest de la ville et dans les quartiers plus huppés, et qui domine l'ensemble de la société. Et puis, les Québécois francophones, qui étaient à cette époque-là à peu près tous d'origine canadienne-française avec leurs racines en Nouvelle-France, sont les natives, sont ceux qui sont dominés, pas tous dans la misère, mais beaucoup dans la misère et dominés culturellement, politiquement, industriellement par cette élite industrielle anglophone. Ce n'est plus comme ça pour une demi-douzaine de raisons, dont les deux principales raisons sont la Révolution tranquille qui a donné une grande montée économique pour les francophones traditionnels qui sont dans des postes de commande, beaucoup plus maintenant, et beaucoup moins un groupe dominé. C'est beaucoup plus un groupe qui négocie d'égal à égal, malgré qu'ils sont encore minoritaires à l'intérieur du Canada, mais dans Montréal, ils sont la majorité, puis ils négocient d'égal à égal avec cette traditionnelle élite industrielle anglophone. Et ils ont réorienté les politiques culturelles du pays à travers leur mouvement nationaliste, et ils ont réussi ce qu'ils n'avaient pas du tout réussi à l'époque, c'est d'amener vers la langue française et la culture française une grande partie des nouveaux venus de Montréal, qui viennent de tous les pays du monde, qui viennent du tiers-monde, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Asie. Beaucoup d'entre eux parlent français et une partie considérable ont la culture française comme leur principale culture. C'est lui qui m'a vendu ma première exemplaire de Parti pris. Je me rendais à une réunion socialiste à l'école Cardinal Newman, dans l'est de Montréal. Et il ouvrait une boîte, il y avait le premier numéro de la revue qui venait de sortir. Il s'appelle Pierre Maheu. Et j'ai dessiné son portrait parce que, en refaisant mon livre en français, avec la traduction de Héloïse Duhem, elle a ajouté un texte français elle a transformé mon texte anglais en texte français merveilleusement. Mais moi, j'ai ajouté une touche qui était le visuel. Paul Chamberlain. Regardez autour de vous. Voyez l'économie, ce qu'elle nous a valu. L'inégalité, l'oppression, la violence. Le progrès, le bien-être, la civilisation, la maladie mentale, la pollution de la terre, le préconditionnement accéléré des cerveaux. Son deuxième ouvrage qu'il a publié à l'époque, Parti pris, et qui est sorti pendant que j'étais en train de découvrir ce groupe-là, c'était L'afficheur hurle. Et Chamberlain m'a expliqué qu'il disait afficheur dans le sens, le graffitiste, celui qui écrit le slogan « Québec libre » sur le mur. Le graffitiste hurle sa colère et son indignation face à la misère que lui et sa famille ont subie, et son désir d'une nouvelle société socialiste, ouverte. C'était un rêve d'une nouvelle société. Que l'enfance de l'art ressuscite. Hello, de l'eau, de l'eau, de l'eau.
Alléluia.